Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, en ce dimanche, on va découvrir un nouveau livre qui est l'histoire du tarot. En réalité, en fait, ce livre-là m'a été prêté par Liliana pour avoir fait un petit tour. Il a de l'air vraiment, mais vraiment très intéressant. Les images, en tout cas, je les ai trouvées vraiment magnifiques. C'est un livre c'est le genre de livre que je recherche pour ma propre bibliothèque, mais elle m'a très bien fait comprendre qu'il fallait que j'en prenne soin. Fait que j'en prends soin. On va en faire juste la moitié. Le livre, il a quand même une bonne épaisseur. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de contenu et que l'auteur, c'était une historienne de profession. Donc, ça rend le livre encore plus intéressant parce que des fois, quand que c'est un auteur du domaine de l'ésotérisme, des fois, il met sa propre sauce, des fois, il met sa propre intuition, à ce que j'ai cru comprendre, c'est pas le cas ici. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi. Donc, le livre, c'est Histoire du tarot, origine, iconographie, symbolisme, écrit par Isabelle Nadolny, des éditions Trajectoire. Voilà, on va regarder. Et là, les images sont vraiment, vraiment très belles. Bon, on a l'introduction ici, puis ça, c'est tarot de la collection Rothschild, l'Empereur, Italie du Nord, fin du 15e siècle, musée du Louvre. Les images ont changé beaucoup depuis, hein? Donc, on a l'introduction ici. Ici, un jour, quelqu'un a raconté cette histoire. Ah, ça a l'air intéressant. Il y a fort longtemps, tous les sages hiérophantes, dépositaires de la tradition occulte de l'Égypte, s'étaient réunis pour débattre d'un très grave problème. De par leur faculté prophétique, ils avaient acquis la certitude que leur civilisation bientôt s'écroulerait. Hein? Spécial, ça. Et avec elle, les temples des dieux et les écoles initiatiques où la vérité se transmettait depuis toujours de maître à disciple. Il s'agissait donc de trouver un moyen de préserver de la destruction les points les plus importants de cette vérité cachée, afin qu'elle puisse de nouveau être révélée le moment venu. Oh, ça a l'air intéressant, c'est tout ça ici. Cette histoire sur l'origine du tarot, ça ici, là. Les adeptes fixèrent en images symboliques les axiomes de leur doctrine secrète. Ils en firent un jeu qu'ils mirent en circulation et qui préserva de manière allégorique les vérités cachées. Telle serait l'origine du jeu de tarot. Ça a l'air super intéressant, cette histoire-là. Servons-nous des vices, des péchés, des mauvaises passions de l'homme pour préserver le dépôt de nos doctrines secrètes. Donc, on a vraiment l'histoire de la création du tarot, selon ce qu'on dit. Oh, wow! Ça, c'est une copie de carte à jouer française. Ah, pique. Probablement la reine de pique. Chapitre 1. L'histoire du tarot s'inscrit dans l'histoire des cartes à jouer et du jeu. Fait que c'est un jeu et divination depuis l'Antiquité, entre mythes, jeux et symboles. On a quand même, on a une légende ici. Il était une fois un roi et une reine. Ils étaient frères et sœurs et régnaient au commencement des temps. Lui se nommait Geb et il dominait la terre. Sa sœur, Nout, régnait sur le ciel. Tous deux s'aimèrent d'un amour incestueux. Ré, le dieu du soleil, souverain créateur, s'en aperçut et, indigné, interdit à Nout d'accoucher en aucun mois d'aucune année. Or, la reine avait un autre amant,
Thoth, le scribe divin, savant. C'est vraiment une histoire, c'est la mythologie égyptienne, ça. On a ici la légende. Les jeux prennent leur racine dans la mythologie, évidemment. Et ça a l'air vraiment intéressant. Jeu de scénettes égyptien. Je serais curieuse de savoir comment ça se joue. Néfertari qui joue à ce jeu-là. Jeu de Méhen égyptien. Donc on a vraiment l'histoire ici un peu de jeu. Salut Mystème! Tu reviens de la cabane à sucre chanceuse! Est-ce que ça coule beaucoup, le sucre? Parce qu'on on a comme une fin d'hiver bizarre, puis il me semble qu'on est tôt pour la cabane à sucre. Ben tôt, ouais, c'est pas mal le début d'habitude, là. Mais bonjour, contente que tu te joignes à moi. Les osselets servant à la divination. Ça, par contre, je serais bien curieuse de voir comment qui est... parce qu'ils ont quasiment toute l'air à se ressembler. La divination par les osselets, ça, j'ai pas assez lu là-dessus pour savoir comment qu'ils faisaient. Dés et pions de l'époque romaine. Une frontière trouble entre jeu et divination. C'est sûr, hein? Des fois, le hasard, le monde pense que c'est de la divination. Ben, le monde pense. Dans les croyances populaires, s'il n'y a pas de hasard, on s'en sert beaucoup pour la divination. Les dés, le hasard, la chance, la fortune. On est vraiment dans l'histoire ici, là. Lorenzo Spirito, le livre des passe-temps de la fortune et des dés, 1510. Le tirage de dés oriente ensuite vers les réponses. Là, on a ici une image, je vais vous le montrer en plus gros, là. Avec le nombre de dés puis toutes les significations. Au Moyen Âge, on a beaucoup joué, même si c'était une offense à Dieu. Juste la première phrase, les fureurs ou les craintes de l'Église face au jeu ou à la divination méritent qu'on s'y arrête. Fait que là, on parle ici des jeux avec l'Église. Et là, on commence à reconnaître nos jeux de cartes, là. On commence à reconnaître un peu nos jeux de cartes. L'apparition et le développement des jeux de cartes en Europe. Fait que là, on a les premières mentions des jeux de cartes parce que, évidemment, si on n'en parlait pas dans un texte, c'est ça, on n'est pas au courant aujourd'hui. D'où viennent les cartes à jouer? Ça, c'est des cartes de tarot. Cartes des Mamelouks, Égypte, 15e siècle. 6 de bâton, 4 d'épée, puis 6 de coupe. En tout cas, les épées puis sont difformes. Des cartes à jouer de la dynastie Ming vers 1400. On a des pièces d'échecs. On regarde les images parce qu'il y a tellement des belles images. Pas de carte sans papier ni gravure. Carte vient du latin, je pense que c'est carta, qui veut dire papier sur lequel on écrit. C'est sûr que on parle de papier, de la gravure, on est encore vraiment là, hein, dans le début de l'histoire. Il me semble qu'il est poilu pas mal. Dame et licorne. La dame est poilue. L'histoire des premiers jeux de cartes. Fait que là, on a les premiers jeux de cartes avec des images, des extraits. Le jeu de Stuttgart. On a Cavalier de Faucon et Reine de Serre.
C'est comme des cartes que je me souviens pas d'avoir entendu parler. Ah, le faucon, il est ici. Je me demandais où est-ce qu'il était, le faucon. Je le cherchais. Ensuite, là, maître des cartes à jouer, reine de fleurs, roi de cerfs, les cartes du cloître, ici, valet de nœuds, roi de longe. Il y a des termes comme ça que je ne sais pas si elle explique, mais pourquoi valet de nœuds? Pourquoi des nœuds? Pourquoi longe? Carte de cour d'Ambras, roi de France, Allemagne. Ok, c'est en Allemagne que... Le fou de Germanie. Les cartes de cœur. En France, les plus anciens jeux de cartes connus sont l'œuvre d'un dénommé Jacques, dont on sait qu'il travaillait à Lyon en 1472, en qualité de tailleur de moules. Ah. Et d'un certain Jean de Dalle, qui laisse un jeu créé à Lyon vers 1480. Fait qu'il n'y a pas d'enseigne, il y a juste des personnages. Comme ça ici, là. Jean de Dalle. Ça, c'est copie du jeu de piquet. Ça commence à ressembler pas mal à nos jeux de cartes, là. Un valet de gland puis un 8 de gland. Ils ont-tu fait exprès? Parce que oui, on dirait un gland, mais la ligne était-tu nécessaire? On dirait un autre type de gland. OK. Ça, c'est des cartes à jouer italiennes, quand même assez intéressantes. Les quatre couleurs. Les cartes étaient peintes à la main. Ça devait coûter cher, hein? En Allemagne, ça donnait des couleurs ou des enseignes dites germaniques, feuilles, glands, grelots, cœurs. Ça dit dans le sud de l'Europe, en Italie et en Espagne, on trouve des cartes de couleurs ou des enseignes dites latines ou italiennes, épée, bâton, denier, coupe. Hein? Ça, on connaît ça. Les cartes de tarot sont comme ça. Ça, c'est vraiment c'est le sud de l'Europe, en Italie et en Espagne. En France, les enseignes françaises pique, trèfle, carreau, cœur. Mais qu'elles soient allemandes, françaises ou italiennes, elles sont toujours d'usage aujourd'hui. C'est super intéressant comme livre, wow! Ici, regarde, donc là, on reconnaît un peu nos cartes à nous, là. Ça, c'est des armoiries? Ouais. Tarot parisien anonyme. On commence à le reconnaître, hein? Le valet de bâton. Ça, c'était c'est d'épée. L'as d'épée. Ça, ici, c'est 5 de denier. Puis l'as de denier. C'est écrit AR. Je me demandais si... mais c'est AR, c'est l'as, finalement. Bon, les 4 couleurs du tarot. Fait qu'on explique ici, regarde, que dire alors pour les coupes denier, épée et bâton? D'où viennent-ils? Quelle signification pouvaient-ils avoir pour ceux qui auraient élaboré ces jeux? Fait que là, ben, il y a des hypothèses, puis on en parle ici. Ça a l'air intéressant. C'est toute la même image, mais c'est quoi la différence? Ça, c'est européen, de Cume, de Libye, puis cimérienne. Le tarot de Jean Noblet. Ça commence à ressembler à ce qu'on voit sur nos cartes de tarot, hein? Ils ont juste redessiné de façon différente, mais ils n'ont pas réinventé la roue. La symbolique des 4 couleurs, selon les auteurs anciens. Les symboles des 4 couleurs, selon les auteurs modernes.
Et ici, on a un tableau. On a bâton, épée, coupe, denier. Puis, je pense que ça ressemble à les types de jeux. Caplan de police, trèfle, pique, cœur et carreau. Mais selon le type de carte, ça change. Parce que pour Jean-Marie l'autre, le trèfle est dans le denier, tandis que Caplan puis de police, c'est le carreau. Quoique, quand même, super intéressant. Les cartes spiritualisées. Je vais juste lire la première phrase. Ça dit « Un soldat nommé Richard Middleton étant entré avec le reste de son régiment dans une église pour y entendre le service divin un jour de dimanche. » C'est assez précis, hein? Au lieu de prendre une Bible comme ses camarades pour y chercher le texte du sermon, sortit de sa poche un jeu de cartes et l'étala devant lui avec le même sérieux que s'il avait eu en main un livre de prière. Ah, il me semble que ça doit être insultant pour le curé. Un peu. Ce dernier lui ordonna de remettre les cartes dans sa poche, évidemment, en lui représentant l'indécence et le scandale d'une pareille conduite. Puis continue. Bon, ça a l'air d'être une belle histoire qui est quand même assez longue, fait que ça a l'air d'être super intéressant. Ouh, valet de bâton. Ah, il est tout nu. L'apparition du tarot en Italie, chapitre 2. Les premières références d'archives avec les premiers tarots. Et ma lumière, elle commence à l'écart si je fais ça. Ah! Ouais, mais là, vous allez voir moins bien, par contre. Mais au moins, ça reflète pas. Est-ce que vous voyez quand même bien, même si j'ai tamisé un peu la lumière? Les tarots Visconti, les plus anciens tarots du monde, créés en 1441. Les dessins. Oui, ça va, ok, good. Moi, je vois moins bien, mais au moins, vous voyez pas de reflet de ma lumière. C'est déjà mieux. À moi, si je me demande si... Oh. Euh... yeah. Ok, ça va. Je me suis mis une autre lumière. Fait que comme ça, au moins, il n'y a pas de reflet, puis je vois un petit peu plus. Fait qu'on a le tarot dit Visconti di Modrone, le tarot Brambilla, le tarot Visconti Sforza. J'espère que je dis comme il faut. Puis ça date toutes d'à peu près ça, là, 1441, 1447, 1452. Puis les images, je trouve que ça ressemble beaucoup au tarot de Marseille, un peu. Ça, le tarot Visconti di Mondrone, tu l'as? Comme, c'est lui, là? Ces deux-là? Je vous le montre. Il fait très religieux, non? Parce que ça, c'est l'amoureux. Puis j'ai l'espérance ici. Puis l'espérance, on voit clairement qu'il est en prière, là. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je me pose la question. C'est quelqu'un ici? Qu'est-ce qu'elle fait là? D'autres tarots enluminés du 15e siècle. On a le tarot de Charles VI, appelé aussi le tarot du Gringonneur. Il y a le tarot Rothschild, tarot d'Est ou d'Esté.
Le tarot Goldschmidt, ça fait allemand un peu. Ouais, c'est ça, en Allemagne. Le tarot Colleoni. Que peut-on déjà observer sur ses premiers jeux? Ça s'en ressemble pas mal, je trouve. Ben, ça ressemble pas mal, je veux dire, la symbolique se ressemble, c'est toujours... ils regardent toutes dans le même sens. On en a d'autres ici. Jeu de Minciate. Les quatre. Tarocchino de Mitelli. Ah, la mort a de l'air... Les trois plus vieux tarots ont comme personnage sur les cartes de vraies personnes, des quatre plus puissantes d'Italie début Renaissance. Ah ouais, ils se sont fiés sur des vraies personnes. Wow. Je suppose qu'elle doit nommer les noms dans son livre. Je suppose qu'elle doit nommer... En tout cas, je regarde juste en diagonale, là, mais je vois pas... Euh, Le plus ancien document connu décrivant une liste des atouts du tarot est un sermon manuscrit anonyme des années 1470 à 1500. Euh, Contre les jeux d'argent. Ah, c'est un sermon pour dire c'est pas correct, là. Hop. Ça dit le premier nommé le battleur, l'impératrice, l'empereur, la papesse, c'est tout des le pape, tempérance, l'amour. Je pense qu'aujourd'hui c'est rendu l'amoureux. Le char triomphal, qui est le chariot aujourd'hui. La force, la roue, qui est la voyons, je vois l'image, c'est une roue aussi, là. La roue de fortune. Euh, le bossu, le pendu, mais le bossu. Ah, ça me dit rien. La mort, le diable, la flèche. La flèche, ça me dit rien non plus. L'étoile, la lune, le soleil, l'ange, ça me dit rien non plus. La justice, le monde, puis le fou. Oh. Visconti puis Modrone. Ah, en fait, c'est pas eux autres les auteurs. En tant qu'auteurs, ils se sont mis eux-mêmes dedans. Ou ok, donc tu disais que c'est écrit dessus. T'as peu. Il fut créé pour le duc Filippo Maria Visconti à l'intention de Bianca Maria pour son mariage. Euh, ok, il y a les armoiries de Visconti. Euh, je regarde en diagonale. Ouais, en tout cas, c'est pas écrit ici. Mais, wow. On a l'ordre des atouts pour les anciens est différent du tarot de Marseille actuel. Ouais. On a ici, non? Ah, ben, ouais, l'ermite, ouais. Et bon, c'est écrit en ancien français, hein? C'est assez difficile à voir. Ah, la Maison Dieu, oui. L'ermite, la Maison Dieu, c'est sûr que je disais je connais pas, là. La roue bossue, c'est l'ermite. La flèche, le diable. Non, le diable il est là. Mais la flèche, ça serait, je pense que la Maison Dieu. Puis l'ange, c'est quoi? Le jugement? Non, la justice, ça doit être le jugement. En tout cas, là,
Je fouille un petit peu trop loin, là. Un grand artiste a créé le tarot sur Visconti pour la famille Visconti avec des armoiries de la famille Visconti. Ouais, c'est ça. Donc, chaque personnage sur les cartes représente une personne dans la famille. D'accord. OK. Merci. Et là, oh, on a les jeux. On a ici Feuille Rosenwald avec toutes les cartes du tarot majeur. On en reconnaît, là, c'est facile. Le jugement, c'est toujours grosso modo la même chose. Le soleil, la lune, l'étoile. Ça, c'est la maison Dieu. Le diable. Lui, il ressemble au cavalier. Pas sûr. Le pendu qui ça ressemble encore là beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'ermite, le chariot. Les cartes sont grosso modo la même chose. Ouais. Je vais me tasser. Ici, peut-être un peu moins, mais on les voit pas tous par contre. Pour l'ampleur, l'impératrice et le pape se sont ceux de l'époque lors de la Renaissance. OK. Ben, c'est vrai que tant qu'à dessiner, tu dessines ton impératrice, ton empereur et tout. Bon. Dans quel contexte est né le tarot? Il a déjà tant à dire à partir des triomphes. Le tarot est apparu en des temps oubliés. Le tarot de la Renaissance italienne. 3 premiers éléments d'interprétation et de symbolique. Le tarot, un jeu d'éducation, exemple d'un jeu des années 1420. Ah, on en reparle ici, de Visconti. C'est ici qu'on en parle, on a plus de détails là-dedans ici. Là. Le tarot de Mantegna ou Jeu du gouvernement du monde. Donc ça fait très astrologie. Ouais, ça, c'est les séries. Série E, D, C, B, puis A. On a les planètes. Principes cosmiques et vertus. Arts libéraux et sciences. Apollon et les muses. Puis hiérarchie humaine. Oh, c'est spécial. Ah non, ça me tente vraiment de le lire. Puis le pire, c'est que j'ai même pas le temps. L'impérateur. Imperator. Ça fait très romain, ça, par exemple. Le tarot, un modèle d'ascension vers Dieu. Le triomphe du Pétrarque. C'est un auteur qui a rayonné sur toute l'Europe occidentale. Le triomphe de l'amour et le triomphe de la mort. OK. Les chars triomphaux et les camarades italiens. Sait-on qui a créé le tarot? Bon, on n'en a pas parlé au début, l'histoire avec l'Égypte. Chapitre 3. Le tarot de Marseille, ses ancêtres et ses descendants. L'expansion du tarot en France. D'où vient le mot tarot? Autour de 1500, un événement important survient. Le tarot change de nom, on ne sait pas pourquoi. Jusque-là nommé Trionfi, il devient Tarocchi. Ce changement de nom est révélé à la même date dans 2 sources différentes. En 1505, les registres des comptes d'Alphonse d'Este à Ferrare indiquent que le duc achète 8 jeux nommés Tarocchi. Oh, mais elle n'a pas écrit pareil.
En France, la plus ancienne mention d'un tarot connu date de 1505 également, dans un acte notarié d'Avignon par lequel un quartier, Jean Fort, s'engage à livrer entre autres 4 douzaines de jeux de cartes, communément appelés tarot, T-A-R-A-U-X. Ah ben. Les plus anciens tarots français connus. On commence à reconnaître les couleurs, là. C'est un tarot parisien anonyme. Ah, là aussi. C'est le tarot de Jean Noblet. Ça y ressemble pas mal. Les dessins sont très, 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 très similaires. Un peu, je serais même curieuse de... J'ai mis où mon tarot de Marseille? Je sais que je l'ai rangé parce que je me suis trouvé un autre jeu de tarot, puis pour être franche, j'étais tannée de jouer avec. Où est-ce que j'ai mis mon tarot de Marseille? Je me souviens plus. Je l'ai là-dedans. Ah! Trouvé. J'ai trouvé mon tarot de Marseille. Si je veux juste trouver, par exemple, le monde, c'est j'ai le mât. Le monde. Et si on compare avec les deux, là, ça ressemble beaucoup. L'oiseau, il est là. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. L'ange, ici, on dirait une tentative d'ange. Le personnage, même chose, reste que c'est une femme nue, on le voit. Avec les animaux ici, encore là, on dirait une tentative d'animal, là. Ici, on dirait qu'il y a les yeux cross-side. Puis, est-ce que je trouve la lune facilement? Juste par curiosité. Ah non, ça c'est le 4. On allait dire, hey, j'ai trouvé le 3 d'épée. Mais non, c'est le 4 d'épée. Non. Juste. Ah, regarde. Le 2 de denier. C'est pas mal pareil, hein? Avec quelques différences assez minimes, là. Euh... Ah, ben, regarde, je pense que j'ai trouvé l'autre. Ah. Encore là, presque pareil. Ah, ben c'est ça, je ne trouverai pas. Et l'étoile. Mais non, je ne trouverai pas. Tant pis. Mais ça ressemble beaucoup. Vraiment beaucoup. Ici, le 9 de coupe, encore là, il y a assez de ressemblances. Puis le chariot. Le chariot, je pense que je l'ai vu dès le début. Oui, le chariot. Ah, quoique les initiales sont pas pareilles. Mais ça se ressemble quand même pas mal. L'Italie, encore une source d'inspiration probable. Et là, bon, on a d'autres dessins. L'empereur puis le pendu d'une version à l'autre. J'ai jamais remarqué que le pendu, il faisait une grimace. Fais-tu vraiment une grimace? J'ai jamais remarqué. Je l'ai-tu le pendu? C'est vraiment une grimace? Je l'ai pas ici. J'ai jamais remarqué ça.
Je vais juste regarder si je le trouve vite, 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 là, mais... Ah, hey, tempérance, qu'il y a là. Juste regarder les cartes majeures, là. Euh, Ah, le pendu. Non, il fait plus de grimace. Parce que les autres, ici, on voit qu'il fait la grimace, mais il fait pas la grimace, finalement. Salut là, ici! Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On est en train de regarder les vieilles cartes. Puis moi, ça, l'histoire, le côté histoire, là, j'adore ça. Ça me passionne. Oui, je vais très bien, merci. Je suis stressée un petit peu, j'ai un examen demain. Mais ça va, sinon ça va. Euh, le siècle des tarots de Marseille. Oh, là, on a l'histoire du tarot de Marseille. Le plus ancien tarot de Marseille connu. Le tarot de Jean-Pierre Payen, le tarot de Dodal, qui vient de Lyon. Le premier venait de Marseille, mais lui... Ah non, pas vrai. C'est ça, né à Marseille. Sinon, à Avignon. Avec le tarot de Pierre Madonier. Ici, ça ressemble. C'est quelque chose, là. C'est juste une question de couleur, j'ai l'impression. Parce que juste la Maison Dieu, là, je la regarde, puis je trouve que il y a beaucoup de similitudes. Ici. Le nombre de fenêtres, c'est pareil. Il y a les espèces de petites bouboules. Quoique les couleurs sont pas pareilles, là, mais... et jusqu'aux flaques d'eau que c'est pareil. Je vais pas pouvoir rester avec vous, mais je tenais à vous faire un petit coucou, vous envoyer de l'amour, etc. Bon live. On se capte sur Didi. Parfait. Merci beaucoup d'être passé là ici. C'est très apprécié. Ton petit coucou est très apprécié. La vie quotidienne des quartiers français sous l'Ancien Régime. Là, on a des moules. Les moules pour les cartes. Encore là, ici. De très nombreux tarots de Marseille. Il y en a eu beaucoup. Mais je pense que le tarot de Marseille, c'est un type de tarot et non pas... Encore là, deux de denier, le jugement, le soleil, tempérance. Non, l'étoile. Je trouvais, j'ai dit, il me semble que ça ne ressemble pas à ça, le soleil. C'est l'étoile, mon erreur, désolé. Ici, on a... Oh, il y a des versions 1, version 2. Ah là, ils ont mis le numéro en haut. Version 1, version 2. Il est plus défini, la version 2, on dirait. Le fou, l'amoureux. Il a l'air d'avoir les yeux cross-side avec des écouteurs sur la tête. Les tarots de Marseille sont loin d'être les seuls tarots anciens. On parle de tarot piémontais, tarot de Gassmann, tarot de Besançon, tarot de fantaisie allemand. Ah, ça ressemble à nos cartes à jouer normales. Ça, par contre, j'ai jamais vu ça. Le tarot de Vieilleville. Le diable, il est assez bizarre, le diable. Tarot flamand. Ah, Bacchus, évidemment. Hmm. Il y a un rond qui cache le... Puis il boit du vin. Typiquement Bacchus. Les traditions du tarot de Marseille. Là, je me demande...
Un peu. Parce que là, on veut. J'ai parlé que je ferais. OK, on va faire celui-là. Les traditions du tarot de Marseille. Les premières apparitions de la dénomination tarot de Marseille. Ça devient le tarot de Marseille. On dit est apparu pour la première fois en 1856. Mais il parle de tarot de bohémien, l'art de tirer des cartes. La création de l'ancien tarot de Marseille par Paul Marteau en 1930. OK. Sur le 2 de Denis, nous avons 1748, Arnoux 1748, car Grimaud avait racheté la maison Le Corps. OK, fait que c'est une question de maison d'édition qui se rachetait, là. Le Battleur, l'Empereur sur le tarot Le Corps, puis le tarot de Convert. Ah, c'est ça, ça te ressemble, hein? Ouais, que le Battleur, je pense que les couleurs sont pas pareilles sur le Battleur. Je pense que c'est juste les couleurs. Ouais. Je me souvenais pas que sa tunique était complètement bleue. Puis il n'y a pas de vert. Mm. Ici, on a d'autres versions. Le battleur, toutes les différences. Ah, ça ressemble pas mal à ça, là, hein? Ouais. Tarot de Grimaud, édition des années 1950-1960. Moi, c'est ça que j'ai, c'est Grimaud. Oui, c'est écrit, si vous voulez voir, là. C'est écrit ici, dans le petit coin. Ma caméra, va-tu le prendre? Voilà. Grimaud, 1980. Mais il est pareil. Mais on voit toutes les différences. Puis ici, la différence du cadre de denier. Le dos. Ah, même le dos, moi, je l'ai pas pareil. Ça, on dirait que c'est comme des spirales. C'est des carrés. Puis moi, c'est des carrés avec des plus petits carrés à l'intérieur. Il n'est même pas pareil. Et là, on tombe dans le chapitre 4. L'histoire du tarot s'inscrit aussi dans l'histoire de la divination. Divination et occultisme au 15e siècle. Les pratiques divinatoires à la fin du Moyen Âge. Et là, on rentre vraiment dans la divination. Prophétisme, le néromancie, qui est l'interprétation des rêves. Livres de pronostics sont des manuscrits dont les plus anciens remontent au 10e siècle. On a astrologie et tarot. C'est sûr qu'il doit y avoir des petites notions là, dans le tarot. On dirait qu'il y a de l'astrologie partout. Et boy, il est pas beau de suite, lui. Le soleil. Le tarot Visconti Sforza. On a vraiment d'autres types de tarot là, complètement différents. C'est la lune, l'étoile et le soleil dans 3 types de tarot différents. Ouais, là, on voit qu'il y a une bonne différence. Là. Tu le dévores tellement que ça va trop vite aujourd'hui. Oui, mais j'ai quand même écouté un peu. C'est vrai que je lisais beaucoup parce que ça m'intéresse, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça rallonge beaucoup. Fait que je prends juste les phrases qui me pop. Mais il est vraiment intéressant. Oh boy, c'est bizarre. Elle est nue, mais elle a la face pas de la même couleur que son corps. Le soleil, j'ai jamais remarqué qu'il était nu sur la carte du soleil. T'as peu, là. Ah, c'est parce que c'est des enfants. Pour ça, je l'ai pas remarqué. C'est des enfants. On a la maison, signification générale, représentation ancienne. T'as peu la maison, c'est... Ok, ça parle d'astrologie, c'est probablement pour ça. C'est ça, il y a 12 maisons.
Maison 12, les obstacles, les crises, les difficultés. Un homme sur un chevalet de torture. Ça fait assez Maison Dieu, je trouve. Obstacles, crises, difficultés. Ah non, roue de fortune, c'était... non, j'ai-tu dit roue de fortune? C'est Maison Dieu que je voulais, que je parlais. Maison Dieu, c'est la carte 16. Mais ici, c'est associé. Il y en a vraiment juste 12. Puis ça a l'air d'être associé à le côté astrologique, avec les maisons astrologiques, avec la signification générale, puis la représentation ancienne. Par exemple, le 1, c'est l'identité, la personnalité, l'ascendant. Puis la représentation ancienne, c'était une scène d'accouchement. OK. C'est un homme qui compte son argent, c'est pas le battleur, ça? Les possessions, le bien matériel, mais ça, c'est maison 2. Ça s'attend à être mélangé un peu. Ouais, c'est ça, avec les 12 maisons astrologiques. L'alchimie, hermétisme et tarot, évidemment. C'est sûr qu'il fallait mentionner aussi l'alchimie, qui a eu, qui était très, très, très populaire pour la pratique dans ce temps-là. On a la naissance du tarot divinatoire. Fait qu'avant, si je comprends bien, c'était juste un jeu. Puis, c'est devenu, ben quoique, le Mainzer Kartenlobuch, publié à Mayence, c'est daté de 1505 ou 1510. C'est le premier livre connu associant prédiction et images de cartes. On en a un autre, paru à Venise, un livre de Francesco Marcolini da Fioli, qui est paru à Venise en 1540. Puis ici, à peu. Hein? Ah, c'est les sources les historiens se contredisent, évidemment. Parce que Paracels aussi a eu des cartes. Ça, je le savais pas. Oh, très intéressant. La franc-maçonnerie et égyptomanie au siècle des Lumières. Il y a beaucoup de dates là-dedans. Je vois juste des chiffres, on dirait. Oups. Il y en a un qui a fondé un rite égyptien. Après, il a été dénoncé, puis embastillé, mis à la Bastille en 1786, puis chassé du royaume. C'est pas pire, il est pas mort, lui, au moins. Cours de Gébelin et le monde primitif. De mémoire, c'est un jeu. Après, c'est devenu un jeu plus philosophique qui retrace les textes de Platon pour le tarot de Marseille. Puis maintenant, c'est une jeu, ou tu veux dire un jeu prophétique? Là, on a vraiment l'histoire de les figures. Ici, on a quelques petits dessins qui nous disent quelque chose. La représentation du tarot dans le monde primitif 1781. Mais ça ressemble beaucoup au dessin du tarot de Marseille, là. Je le reconnais. Les cartes sont citées selon l'ordre et les dénominations suivantes. On a 0 le fou, 1 joueur de gobelet ou battleur, 2, 3, 4 et 5 chef de société, roi et reine, grand prêtre, grande prêtresse. On a le 7 Osiris triomphant. 6 le mariage, c'est à l'envers un peu. On a le 8, le 11, 12, 13, c'est les 4 vertus cardinales. Le 9,
sage ou chercheur de la vérité et du juste. Le 19, le soleil. Le 18, la lune. 17, canicule. Canicule? Ah ouais. 13, la mort. Le 15, typhon. Ah, le 16, Maison Dieu ou le château de Plutus. 10, la roue de fortune. 20, tableau mal nommé, le jugement dernier. Il désigne la création. OK. Puis 21, le Thames, mal nommé, le monde. Pourquoi mal nommé? Depuis 2010, je crois, c'est devenu un jeu plus initiatique qui retrace le voyage du fou à travers les arcanes majeures. Développement personnel, genre. Wow! Super intéressant. Le fait de savoir tout ça, on dirait que ça l'aide un peu à l'interprétation du tarot, non? Le comte de Mêlée. Première série, siècle d'or. Deuxième série, siècle d'argent. Troisième série, siècle d'airain ou de fer. Puis on a toutes les différences parce que ça dit la 21e ou première carte représente l'univers par la déesse Isis, blablabla. Ça, c'est la façon que Melee a classé les cartes de tarot. Ça, avec plusieurs séries. Oh, tirage de tarot selon la méthode du comte de Melet en 1781. Wow! On a vraiment la façon, là. Bon, le tirage nécessite d'être deux personnes. Une prend les arcanes majeures, l'autre les arcanes mineures. Après avoir chacune mêlé son paquet de cartes et se l'être donné réciproquement à couper, elles commencent à compter ensemble jusqu'au nombre 14. La personne qui compte les arcanes mineures tient les cartes face visible. S'il arrive à une carte à son rang naturel, c'est-à-dire qu'il porte le numéro appelé, par exemple, en disant 3, la personne tombe sur un 3 de bâton, elle met la carte à part. Les cartes de cour ont les rangs suivants: 11 valets, 12 cavaliers, 13 reines, 14 rois. La personne qui compte les arcanes majeures les tient face cachée. Elle pose alors celle qui est sortie au moment où l'arcane mineur a été tiré et le retourne. L'arcane mineur sera posé au-dessus de l'arcane majeur. Il faut alors noter le binôme obtenu car l'arcane majeur sorti doit ensuite être remis dans le jeu pour que le livre du destin soit toujours dans son entier et le comptage continue jusqu'à 14. C'est spécial d'utiliser les arcanes mineurs comme ça. C'est vraiment spécial. De cette sorte, on pourra obtenir à la fin 4 ensembles composés d'un nombre aléatoire de binômes ou même 3 ou 2 ensembles, voire rien du tout. Si les décomptes n'ont rien donné, dans les ensembles, on pourra voir également se répéter le même arcane majeur. Une fois les comptages terminés, on peut remettre pour plus de commodité toutes les cartes sur la table selon les notes prises. Pour l'interprétation, lire en interprétant le malheur ou le bonheur que présage chacune d'elles, combiné avec celui qu'annonce la carte qui lui correspond. C'est intéressant. Là, je ne lirai pas tout, là, mais c'est spécial quand même. Quoique je ne veux pas tirer mes cartes comme ça, mais c'est quand même assez spécial. L'âge d'or de la cartomancie, l'insaisissable Aliette dit est-elle là? Ça dit horoscope manuscrit d'Etella trouvé dans Recherche sur le dernier sorcier et la dernière école de magie. As-tu vraiment eu une école de magie? Le tarot d'Etella, intitulé Le livre de Thoth. C'est dépouillement, air, propos haut, éclaircissement,
feu. Oh. On a la prudence, le peuple. La même carte, mais ça, c'est le type 2. Type 3. Super intéressant quand même. Et on a ici je pense que c'est l'association entre le tarot d'Etella puis le tarot de Marseille. Je dis Etella, mais c'est peut-être Eteia aussi, là. On a éclaircissement, feu, lumière, qui est le soleil, propos, eau, plante, qui est la lune, dépouillement, air, ciel, qui est l'étoile, et ainsi de suite. Folie, la folie ou l'alchimiste, c'est le mât, le fou. Tirage de tarot d'après Eteia, je vais dire ça comme ça, troisième cahier. Fait que là, encore là, on a la façon qu'attire les tarots. Ça a l'air à pas être facile. La fortune des cartes. Méthode française, interprétation par 15. Ce tirage se fait avec un jeu de 32 cartes. Les 32 cartes mineures du tarot correspondant peuvent être utilisées, à savoir les 7, 8, 9, 10, As, Roi, Reine, Valet, des 4 couleurs. OK, ça c'est ça dit tarot, mais c'est pas de la cartomancie? En tout cas, ça c'est nos anciennes. Oh mon Dieu, ça me dit de quoi ça? Femme chantaine brune. Puis on dirait que toutes les désunions, injustices, commérages, il y a comme la reine de trèfle, on a les descriptions. Puis je dis ça, je trouve ça drôle parce que la reine de trèfle, c'est écrit femme brune, ça fait ci, ça fait ça. J'ai des feuilles. Au début, on m'avait montré à tirer aux cartes, à faire de la cartomancie, et j'ai encore les feuilles de ça. Puis c'est ça. La pensée. Le 7 de cœur. Pourquoi je l'ai-tu proche? Je l'ai pas proche. C'est triste. J'ai mes petites feuilles. C'est le grand normand. Il y a aussi le petit le normand. Ok. Le jeu divinatoire révolutionnaire. Ça doit fitter avec la Révolution française, je suppose. Variété et succès des jeux divinatoires. Ça, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de succès, puis il y en a tout plein, là. Jeu du petit oracle, jeu petit oracle des dames, récréation des curieux, divin des âges, jeu du petit sorcier, le destin antique, oracle symbolique, le jeu du petit oracle. Si on en a d'autres, on dirait que ça mélange un peu une espèce de tarot. Puis regarde, ça c'est le normand ici. Grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Puis l'autre, c'est la veuve Gueffier. Parce qu'on voit, il y a de l'astrologie, on voit la carte, puis il y a peut-être du symbolisme ici qui fait très grec, j'ai l'impression. Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des salons, la Sibylle du tombeau de Louis XVI. Elle a écrit beaucoup de livres. Je vais me recentrer. Il y en a d'autres, quoique ça ressemble un peu à le dessin, en tout cas, là. La lune valait changer en égalité. Tirage de tarot selon la méthode des Bohémiennes, d'après El Libro Negro, Hortensio Flamel, 1866. Cette méthode des Bohémiens est une adaptation des maisons astrologiques au tarot.
Bon, prends tout le jeu et après l'avoir bien battu, tu feras 12 tas de 4 cartes chacun. Les autres cartes seront mises de côté. Tu rapporteras au premier tas toutes les questions qui concernent la vie de l'homme, la constitution, tempérament, corps, coutumes et la durée de la vie. Le deuxième tas, c'est la fortune, pauvreté, possession, commerce ou entreprise, et etc. C'est super intéressant qu'on voit comment qui tirait, qu'on a des exemples. Quand le tarot devient occulte, Eliphas Lévy, le tarot et la Kabbale. Dogme et rituel de la haute magie, le chariot d'Hermès. Clé d'Apocalypse. On a ici Robert Falconier, les lames hermétiques du tarot divinatoire. Ça fait très, ouais, j'ai dit ça fait très égyptien. Non, c'est très égyptien. Ça, c'est le jugement. Hein, les morts qui se lèvent. Oswald Wirth. Il est connu pour avoir publié en 1927 le tarot des imagiers du Moyen Âge. Oh. Jeu de tarot kabbalistique dit les imagiers du Moyen Âge. Ça ressemble un peu au jeu de tarot, mais il y a quand même des bonnes différences. Tirage en croix d'Oswald Wirth. Ici. On a la façon de tirer, puis ça dit la première carte à gauche, c'est la carte du consultant, la carte à droite, c'est le monde extérieur. En haut symbolise l'aide psychique ou morale. Là en bas correspond à la réalisation sur laquelle on peut tabler. Puis la carte centrale reflète la question. Il y avait le tirage en croix est quand même assez populaire. Là. On en a dans quasiment tous les types de tirages de tarot. Papus. C'est le tarot des bohémiens. Tirage de tarot selon la méthode de Papus en 1909. Il y a le procédé rapide puis développé. Ça, j'ai déjà vu ça, les 12 maisons ici. Dans un type de tirage. J'ai pas le livre avec moi. Il est dans mon salon, mais un tirage comme ça, là, de 12 maisons, j'ai déjà vu ça. Le tarot hiéroglyphique égyptien de Madame Dulaura de la Haye. Puis le tarot hermétique de Jean Chabozeau. Je pensais pas qu'il y en avait eu autant. C'est impressionnant. On a la tradition anglo-saxonne avec Arthur Edward Waite. On a différents types de tarot ici. L'abondance éditoriale française depuis les années 1980. Ah, ça, c'est sûr que là, hey, regarde, dans le musée du tarot, il t'en a une quantité phénoménale. C'est sûr que moi, j'en ai quelques-uns, là, mais rien à voir avec ça. De toute façon, ça, on sait déjà que Liliana en a pas mal plus que moi. Et voilà, ça, c'est le tarot de Convert réédité par Camoin, Marseille. Ah, c'est pas lui, mon tarot de Marseille, mais c'est pas mal toutes les mêmes images, là. C'est juste pas le même éditeur. Ensuite, on a chapitre 5, Petite histoire des arcanes majeures. Oh. Ce chapitre a pour objet, un peu en guise de conclusion, de laisser les éléments significatifs pour mieux comprendre ce qu'on trouve sur les 22 arcanes majeures. Détailler l'iconographie, la symbolique, l'évolution, signification de chaque carte à la lumière des documents historiques demanderait un livre entier. Nous nous proposons ici de donner pour chaque carte une fiche signalétique comprenant plusieurs éléments. Bon, tout d'abord, l'iconographie. 2 tarots sont proposés pour chaque arcane. En fait, elle explique un peu comment elle procède. Là. On va regarder ici. Bon, on a 2 types de fous.
Quoique lui, il a l'air plus fou que lui. Le mât. Différentes dénominations. Il mato, le fou, le folle, le mât. Autre rang occupé par le tarot, aucun, il n'y a pas de numérotation. On a l'étymologie et les significations du mot mât. Ça vient de l'arabe, je ne sais pas si c'est mât, mat ou en tout cas, qui signifie mort et désigne le roi des échecs qui ne peut plus quitter sa place sans être pris. Selon la légende, formule échec et mat. Ah, selon la célèbre formule échec et mat, ou plus rarement, le roi est mat. Par extension, l'adjectif mat est apparu au 12e siècle qui signifie abattu, affligé. Ah, c'est intéressant. Il y a tout, là, je lis pas tout, mais il y a pas mal de choses. Ici, souvenons-nous de l'expression quel ballot. Mat signifie aussi, ben je dis mât, là, mais signifie aussi en français moderne, et c'est très parlant, terne, qui n'est pas brillant, qui a peu de résonance. Oh. Donc là, ici, on a un à propos. On parle vraiment de, je pense que du côté historique. Signification divinatoire. On a 1781, cours de Guébelin, Aliette, avec les significations. 1909, Papus, Oswald Wirth, Paul Marteau, Le Mât. Puis lui, il y a beaucoup de significations parce que tu as le sens élémentaire, le sens concret, mental, animique, physique, renversé. Oh. Et là, on a la même chose. Je ne lirai pas tout, mais on a la même chose pour le battleur. Ah, qui était aussi appelé le magicien. Oh. Avec les significations à propos. La papesse. Avait d'autres noms, hein? Parce que il y avait Junon, Capitaine Francas, pardon, le printemps, grande prêtresse, Isis, l'orgueil. Elle a quand même eu plusieurs noms. Puis, faut que je le dise, elle est pas mal plus belle qu'elle. Avec ses significations, l'impératrice, ou appelée aussi la grande-mère, l'empereur ou le grand-père, le pape, le grand prêtre, Jupiter, Bacchus. Ah ouais, Bacchus. C'est drôle, je l'aurais pas mis là, lui. Je l'aurais pas mis là. Parce que entre un pape et Bacchus, me semble qu'il y a un monde. L'amoureux, qui s'appelait aussi Amore, amoureux, l'amoureux. Pas mal tout le temps la même chose. On a le chariot. La justice. Les faces sont pas toutes jolies, hein? L'ermite. Ou Il Gobbo, Tempo, Il Vecchio, Viellard, l'ermite, le sage, le chercheur de vérité, le capucin. La roue de fortune. La force. Euh, le pendu. Ou Il Traditore, Io Impinchato, le pendute.
le pendu. Ah, lui, il est par les deux pieds, et lui, il est juste par un pied. Je pensais que c'était juste par le talon qui était pendu. Ici. C'est dire que la pendaison est vouée à l'abjection. C'est sûr que je ne lirai pas plus haut, là, mais ça dit que pour ce qui est des représentations tarotiques, celle-ci était sans doute loin à l'origine de ce que les auteurs contemporains diront du pendu, le transformant en prudence ou lui donnant la palme du martyr. Non, il n'est pas un martyr qui se sacrifie, il est un ignoble traître, il est la lie de l'humanité. J'ai juste lu le dernier paragraphe, là, mais ça a l'air super intéressant. Avec les significations divinatoires, la mort. Toujours 13, évidemment 13 qui est un chiffre assez frappant dans la religion catholique. À propos de la mort, il y a beaucoup de textes pour la mort par contre. La tempérance. Le diable. Ou Plutoné. Parce que dans les significations, c'est quand même assez intéressant. Du latin diabolus, le mot lui-même venu du grec, les traducteurs de l'Ancien Testament en grec ayant utilisé diabolos, celui qui divise. Le nom hébreu de ce chef des démons est Satan, qui signifie adversaire, accusateur. Lucifer ou Phosphoros signifie celui qui apporte la lumière. C'est un synonyme du diable, mais plus précisément dans le sens de prince des lumières, archange aimé de Dieu, et qui se mit à la tête des anges révoltés, déchus et exilés du ciel, et jetés avec tous ceux qui les ont suivis dans l'étang de feu et de soufre. Première évocation de l'enfer chrétien selon Matthieu. Béelzébuth signifie Seigneur du fumier. Non, c'est pas gratifiant. Ou Seigneur de la maison suprême. Ah, c'est déjà mieux. C'est-à-dire de l'enfer souterrain, le royaume des morts. C'est sans doute pour cela qu'il est parfois appelé Pluton dans certaines évocations du tarot. Le nom Belzébuth est sans doute une déformation péjorative de celui de Baal-Zéboub, un dieu philistin mentionné dans l'Ancien Testament. C'est super intéressant, je trouve. Wow. Là, on a à propos du diable. La maison Dieu, et boy, lui, il t'a du texte. Je le lirai pas. La maison Dieu, on l'appelait aussi Casa del Diavolo, la Sagitta, Foco, Casa di Plutone, la Foudre, maison Dieu. Mais c'est drôle parce que Casa del Diavolo, c'est comme la maison du diable. La Casa di Plutone, tantôt on a dit que le diable était des fois associé à Pluton. Fait que ça fait, c'est la maison du diable qui est aussi la maison Dieu ou la foudre. Quoi qu'ils doivent l'expliquer là-dedans, là, faudrait que je le lise. Et là là, tourne la page. L'étoile, on a la lune, le soleil, le jugement ou l'angelo. La signification, ça vient du latin judicare, qui signifie juger, condamner. Le monde. Ici, regarde, le monde ne désigne pas la planète Terre, mais l'univers comme système organisé. Oh, et on tombe dans la conclusion. Fait que, on a
Petite conclusion. Pour en savoir plus, appendice A, le tarot d'Eteia, d'après son livre de 1783. On a les significations. Voici les significations à inscrire sur les cartes d'après les instructions d'Eteia. Le numéro à mettre sur la carte, puis le nom de la carte correspondante, suivi de la signification à noter en haut de la carte et celle à noter en bas pour la carte inversée. Fait qu'on a le pape, le chaos signifie le consultant, numéro 2, le soleil, etc. Puis on a toutes les cartes jusqu'à 78. Appendice B, référence sur les principaux tarots. Fait que on a des liens URL en espérant qu'ils fonctionnent encore. Si on va avoir plus de détails sur sur les types de tarots qui ont été mentionnés. Les tarots de Marseille du 18e siècle. Les tarots et cartes divinatoires du 19e et 20e siècle. Ou aller voir des tarots en vrai. Hein? Ah, c'est des collectionneurs. Ou si vous voulez aller voir, il y a la France, le musée français de la carte à jouer d'ici des Moulineaux. Puis pour la Belgique, c'est un musée privé. Le Tarot Museum Belgium de Guido Gillabel. Appendice C, la bibliographie commentée et les sources. Tous les ouvrages, si on va avoir plus de détails. Il y a beaucoup de liens URL, en fait. Le problème, c'est que un livre, c'est publié, puis on peut en théorie le retrouver, tandis qu'un lien URL, quand il est down, il est down. Par contre, il y a, je pense que c'est The Wayback Machine, un site internet où est-ce qu'on peut aller voir qu'est-ce que le site avait de l'air dans le passé, s'il a été enregistré là. Appendice D, site, blog et base de données. Fait qu'on a base de données, forum, Taréopédia, Monde des tarots anciens, blog et site. Les remerciements. Le crédit iconographique, en fait, c'est tous les dessins et tout. On a la table des matières avec tout ce qu'on a mentionné, qu'on a vu plus loin. Ici, vous avez le site web de cette historienne. Je m'excuse un peu, je pense qu'il faut être modérateur. Envoie-moi-le sur le Discord, je vais le mettre. Il faut être modérateur pour pouvoir mettre un lien URL. Puis ça, je pense que c'est Twitch qui est comme ça. Voilà. Ça dit Isabelle Nadolny est historienne de formation spécialisée dans l'histoire des livres anciens. Elle travaille à la Bibliothèque nationale de France, puis c'est là qu'elle a puisé l'essentiel de ses documents qui ont fourni à qu'elle a utilisés pour ses recherches. Elle est aussi tarologue, actrice et conteuse. Ah ouais. Elle propose de multiples activités comme ateliers, conférences sur l'histoire du tarot, spectacles de théâtre et de contes. Wow! Hey, le livre est vraiment, vraiment exceptionnel. Moi, ça, c'est mon type de livre. Ça, c'est un livre que j'aime bien feuilleter, j'aime bien lire pour aller chercher plus profondément des significations. Je l'ai, comme, comme vous avez vu, on était supposé de faire juste la moitié. Finalement, je l'ai comme dévoré assez rapidement. Toutes mes excuses, mais le livre était vraiment super intéressant. C'est le genre de livre que j'adore particulièrement, là. Je vais peut-être essayer de... oh, voilà. C'est Histoire du tarot, Isabelle Nadolny, Origine, iconographie et symbolisme, des éditions Trajectoire. L'édition que j'ai date de 2018 et vraiment, c'est un super livre très riche d'informations, d'histoires et des fois, en comprenant l'histoire, où est-ce que ça en est rendu, ça nous permet de comprendre aussi beaucoup le symbolisme de tout ça. De plus, il y a un petit PDF de 8 pages sur ce site. Ça concerne une nouvelle édition revue et corrigée en français et qui inclut les nouvelles recherches sur l'histoire du tarot depuis 2018.
J'ai la première édition, la deuxième est de 2022. Oh, wow! Attends un peu, je veux juste voir le prix de cette merveille. Ah, en US, il est 31. Juste avec 6 pièces de shipping. Je pense que ça vaudrait quasiment la peine de l'acheter en US. Le livre est en français. Ah, ça peut être ça. Non, non, je ne trouve pas. Ouais, non, je trouve pas. C'est la version de 2022, je la trouve pas du tout, du tout. Parce que sur Amazon, ça vaut quand même assez cher. Je me demande si par exemple, nous, Québécois, on va aller Renaud-Bré, voir s'il est moins cher. Parce que des fois, si tu enlèves le shipping, boy, non, non, 71 Renaud-Bré. Ça revient exactement au même que si on la jette sur Amazon. C'est le même prix parce que le shipping coûte la peau des fesses. Parce qu'une vingtaine de pièces de shipping, je trouve ça cher, là. Tu sais, j'ai l'habitude, des fois, à 5, 6, même 10 j'achète pas parce que je trouve ça trop cher de frais d'envoi. Mais c'est quand même, il est encore 70 puis c'est la version de 2018 sur Renaud-Bré. C'est triste, mais je pense que, sincèrement, je pense que ça le vaut parce que c'est un livre qui est très riche en informations, symbolisme et tout. Puis c'est pour les amoureux d'histoire, c'est vraiment le livre à avoir dans sa bibliothèque d'informations et que c'est triste qui est cher. J'en ai pris le plus grand soin. Plus grand soin, Liliana, tu vois, regarde, j'ai été douce avec. Mais un grand merci de me l'avoir prêté. Il est vraiment, mais vraiment exceptionnel. Je pense que je vais le suivre. Puis s'il y a je sais pas, moi, par miracle, une baisse de prix, je suis mieux. Si par miracle, il y a une baisse de prix, c'est un livre que je vais me procurer. Il est vraiment, vraiment magnifique, là. Puis juste par curiosité, il a 270 pages, incluant la table des matières. Mais c'est mon genre de livre. Je sais que ça fait 5 fois que je le répète, là. Sur ce, je voudrais dire un grand merci. Merci à Liliana de m'avoir prêté ce magnifique livre. Merci aussi pour ta participation et ta présence ici sur le chat. Sur ce, un gros merci. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!